donc bienvenue dans cette session. Il est midi, donc c'est l'heure où on va commencer à avoir faim. Donc, on va essayer de résister en fait et de passer un petit moment ensemble. On va parler là pendant à peu près 3/4 d'heure d'outils open source. Alors c'est pas grave, hein, ça fait pas mal. Je sais qu'on est dans une conférence, on est un peu minoritaire, hein, un petit peu les solutions libres open source, mais justement, je voulais un peu enterrer la hache de guerre pour montrer que pour faire de l'annuaire LDAP et de l'Active Directory, on va un petit peu parler des différences entre les deux, on pouvait quand même utiliser de l'open source. Donc, je vais dire du mal d'Active Directory, c'est le job, hein, c'est pour ça qu'on m'a invité. Donc je vais dire un peu de mal d'Active Directory, mais je vais vous expliquer aussi que on n'est pas là pour dire qu'il faut tout jeter à la poubelle. On sait très bien qu'Active Directory, c'est très important dans les systèmes d'information et dans les organisations, et qu'on arrive très bien en fait à dialoguer avec Active Directory et à l'intégrer, et que vous n'êtes pas obligé ou d'être en tout Microsoft pour que tout marche, ou d'être en tout open source pour que tout marche, et que un mix des deux mondes en fait peut aussi fonctionner. Et voilà un petit peu notre expérience. Quelques mots, donc moi je m'appelle Clément Oudot, je travaille pour une société qui s'appelle Vortex. Je vais vous donner quelques infos sur cette société juste après. Au niveau pro, j'agis, j'interviens sur beaucoup de composants open source, on va en parler d'un certain nombre là ce matin. Et au niveau personnel, vous allez voir, je fais un petit peu de musique. Donc je vais faire un petit peu de réclame là ce matin, un petit peu de musique, un petit peu de web-série, un petit peu d'impro, enfin voilà, tout ça. Il n'y a pas que l'informatique dans la vie. Je fais aussi d'autres trucs. Comment on va découper cette séance? D'abord, voilà, une petite chanson, vous allez voir, pour introduire le sujet. Ensuite, on va présenter un petit peu les annuaires et Active Directory, puis passer sur deux projets open source très importants pour nous, puisqu'on est directement contributeur. Le premier, c'est le projet LDAP Toolbox, et le deuxième, ce sera le projet LSC, LDAP Synchronization Connector. Je vais vous expliquer comment ces outils-là nous permettent d'aller en fait dans les organisations, simplifier l'usage de l'Active Directory et des annuaires LDAP. Alors, quelques mots sur Vortex. Vortex, c'est une société qui a 6 ans maintenant, qui fait du service et de l'expertise en open source sur tout ce qui est infrastructure. Alors, nous, on fait vraiment que du logiciel libre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas installer un Active Directory, on sait le casser, mais on ne sait pas l'installer. On ne fait pas d'Oracle, etc. Par contre, voilà, tout ce qui est Linux, tout ce qui est virtualisation, conteneurisation, base de données, etc., tout ce qui est open source, on intervient dessus, soit sur des phases très en amont sur de l'étude, soit sur de la réalisation et du support. Et on édite aussi un certain nombre de produits. Alors, WSuite, c'est un concurrent à Google Workspace ou Office 365, puis avec des briques open source pour faire de la messagerie, du travail collaboratif, etc. Wopla, c'est tout ce qui va être mis en place d'un Kubernetes pour faire de la conteneurisation et pour déployer des applications. Et WIDAS, c'est notre offre d'Identity as a Service, qui est également, elle, basée uniquement sur des composants open source. C'est une sorte de Ping Identity ou d'Okta, en fait, en open source, qui est hébergé du coup, en France, sur des infrastructures qu'on maîtrise. Donc voilà. Et alors, si tout ça, ça vous plaît, sachez qu'on recrute. Voilà. Il y a des gens, il y a des places chez nous. On est plutôt des gens marrants et on fait des trucs assez techno qui peuvent plaire à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas si vous cherchez à vous reconvertir. Voilà, donc traditionnellement, on m'invite parce qu'au début des conférences, je fais une petite chanson. Le but, c'est un peu de se réveiller et puis d'expliquer de quoi on va parler en parodiant une chanson. Donc, je vais m'installer là. Je ne sais pas si le micro, il est... Je suis un peu grand, alors je vais mettre là. Je vais vous mettre les paroles pour que vous puissiez suivre. C'est une reprise de Francis Cabrel que j'ai appelée Arbre en panne. Et vous allez reconnaître.
croyez savoir tout sur l'annuaire depuis toujours. LDAP par cœur et les arborescences que l'on parcourt. Des RFC et le schéma SUPAN, un standard qui circule dans des trams. Le protocole que l'on déploie tous chez soi. Les serveurs LDAP qui marchent sont là depuis toujours. Voilà qu'il arrive et que plus rien n'est mis à jour. Active Directory, c'est ça le drame. Et le premier service que l'on scanne. Le SIC est ouvert par endroits depuis ça. Pas besoin de phrases ni de longs discours. Ça casse tout dedans, ça casse tout autour. Pourvu que jamais Active Directory ne devienne le standard que l'on suit. Les outils libres et open source sont là pour ça. Pas besoin de phrases ni de longs discours. Ça casse tout dedans, ça casse tout autour. Pourvu que jamais Active Directory ne devienne la norme que l'on suit. Les outils libres et open source sont là pour ça. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va vraiment parler technique. Rentrons dans le vif du sujet, maintenant qu'on est réveillé. Les annuaires LDAP. On va parler un petit peu quand même du protocole, puisque c'est la base quand on a besoin de travailler avec ça. Vous le savez, l'annuaire, c'est une notion qu'on connaît, que ce soit l'annuaire papier ou les annuaires électroniques. C'est quelque chose qui rassemble beaucoup de données, beaucoup d'enregistrements de petite taille, ce qui peut être différent de ce qu'on peut voir dans des bases de données. L'idée, en fait, de l'annuaire, c'est que c'est vraiment du référentiel qui va être très souvent utilisé en consultation et finalement très peu en écriture. Donc, en termes de protocole et d'usage, on va être sur quelque chose d'assez différent de la base de données. Il y a une norme en fait qui est née dans les années 90, donc qui s'appelle vraiment le LDAP. Alors le L de LDAP, c'est pour lightweight, donc ça veut dire que c'est facile. Donc, voilà, on va discuter un peu. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un protocole compliqué quand vous aurez vu ce que c'est que le protocole simple qui est LDAP. C'est quand même tiré de tout ce qui est X500. Et X500, il y a certains d'entre vous qui connaissent X509, qui est tout ce qui est certificat et sécurité. Donc tout ça en fait découle de la même racine qui est le X500. Et de là, ils ont tiré en fait un sous-ensemble pour en faire le protocole LDAP. Donc 93 pour la naissance de ce protocole-là, c'est standardisé, et le LDAP V3, qui est la version actuelle du protocole, elle existe depuis 1998, donc ça fait déjà 2 Coupes du Monde. Enfin, Coupe du Monde, gagné quoi. Alors, c'est pas du SQL, et c'est pas du PySQL. Voilà. C'est ni non, ni non, ni non. Voilà. C'est vraiment un protocole spécial. On ne pourra pas faire de select, etc. On va faire d'autres choses. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même c'est au-dessus de TCP/IP. Ça, c'est quand même pas mal, hein, puisqu'aujourd'hui, on a quand même besoin de ça. Il y a un encodage, donc vous n'êtes pas sur du protocole ASCII comme pouvait l'être HTTP à l'époque. Donc vous ne pouvez pas y aller en telnet pour faire de LDAP. Il faut vraiment en fait, un client qui sache parler le protocole. Il y a des mécanismes de sécurité qui sont intégrés en fait, directement dans le protocole. Évidemment, tout ce qui est chiffrement, mais tout ce qui est authentification.
Donc là, on a une opération dans l'annuaire qui est vraiment dédiée à faire de l'authentification, c'est ce qu'on appelle le bind. C'est très important parce que par exemple, dans une base de données, vous n'avez pas en fait d'opération spécifique en SQL pour authentifier. Vous allez faire un select where le user et le mot de passe, c'est bien le bon truc, mais en fait, ça reste une opération de recherche. Dans l'annuaire, il y a une opération qui est dédiée à l'authentification. Et donc, vous avez tout un tas d'opérations de base. Ça correspond à peu près en fait, à ce qu'on pourrait retrouver dans le SQL avec les selects, les inserts, etc. En LDAP, on parle donc de bind pour l'authentification, on parle de recherche ou de comparaison pour tout ce qui est consultation, et puis on va voir toutes les opérations de modification. Je modifie, je crée, je supprime, et également une opération un petit peu spécifique qui est le renommage. On appelle ça le mode RDN pour renommer une entrée. Alors, on ne va pas faire un cours LDAP là, parce qu'on n'a pas le temps. Moi, je trouve que c'est super intéressant, et en plus, je pense que vous ne trouverez pas forcément ça hyper génial de faire 1 heure de LDAP. Mais tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que c'est vraiment quelque chose de standardisé, où il y a des gens qui ont passé du temps à écrire, noir sur blanc, dans des RFC, comment ça devait se comporter. Là, vous voyez en fait un exemple d'échange. Un truc qui est quand même assez intéressant en LDAP, c'est que toute opération qui est faite va engendrer un retour du serveur. Même s'il n'y a pas de données à retourner, il va quand même vous dire si ou pas si l'opération s'est bien passée. Donc ça, c'est quand même vachement important de dire « Ok, ça s'est bien passé ». Et une recherche qui ne retourne pas d'entrée, c'est quand même une recherche qui s'est bien passée. C'est peut-être simplement que la demande que vous avez faite ne correspond à aucun résultat. Donc il ne faut pas confondre « j'ai cherché quelqu'un, il n'est pas là » avec « j'ai cherché quelqu'un et l'annuaire a été incapable d'aller au bout de ma recherche parce qu'il y a eu une erreur ». Donc voilà. Donc, tout ça, ça marche très bien jusqu'au moment où est apparu Active Directory. Alors, là, je dis encore du mal, une diapo de Active Directory, et puis après on arrête, on redevient copain, d'accord, mais en fait, vous savez qu'Active Directory, donc ça a été le serveur Microsoft qui, à la base, était fait pour faire de la gestion un peu des postes de travail. Et ils se sont dit, on va mettre dans le même serveur du LDAP, du DNS, du DHCP, enfin tous les protocoles en fait de l'Internet. On dit que c'est une bonne idée, du Kerberos, enfin bref, il y en a plein. Tout ça, on va mettre tout ça au milieu, dans un seul truc, et du coup, ça va tout faire, mais pas forcément tout faire tout bien. Et en particulier sur LDAP, il faut bien noter qu'il y a eu un effort de fait quand même de la part de Microsoft pour aller faire des choses qui sont conformes au protocole, sauf que ils ont conservé quelques petites verrues qui font que si vous avez une application qui est compatible avec la B3 et que vous la branchez sur Active Directory, ça ne marchera pas forcément par défaut. Et c'est pour ça, si vous êtes intégrateur d'application, des fois vous voyez, est-ce que je me connecte en LDAP ou est-ce que j'utilise Active Directory, parce que je vais adapter un tout petit peu la façon dont je vais faire mes requêtes ou les types de réponses que je vais avoir, parce que c'est un Active Directory qui me répond et pas un annuaire LDAP. Alors, des fois, c'est l'inverse. Par défaut, c'est configuré avec Active Directory. Et puis, si vous voulez faire un LDAP standard, vous allez devoir changer quelques options de classe d'objets, etc., pour que ça puisse fonctionner sur un LDAP qui n'est pas un Active Directory. Là, j'ai listé quelques petites choses. La plus grosse différence, c'est la gestion du mot de passe. Ce n'est pas du tout standard par rapport à ce qui est expliqué dans les RFC LDAP. Les RFC LDAP nous indiquent qu'il y a un champ mot de passe qui est user password et qui peut avoir un certain nombre de types de hachage qui sont des types de hachage standards. Ce n'est pas du tout le cas dans Active Directory. Dans Active Directory, c'est Unicode PWD, c'est un encodage qui est un encodage Unicode que vous pouvez écrire mais que vous ne pouvez jamais lire. Et donc, il n'y a pas de possibilité de comparer un hash pour vérifier si le mot de passe que vous donnez, en fait, est le mot de passe qui est stocké dans Active Directory. Et surtout, vous ne pouvez pas extraire le mot de passe d'Active Directory pour aller le propager sur d'autres référentiels. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ce type de problématique. On a des solutions par rapport à ça, mais par défaut, là-dessus, il n'est clairement pas compatible avec le protocole, et donc je ne peux pas prendre le mot de passe d'AD pour le mettre dans un annuaire LDAP3 ou vice-versa. Il y a une classe d'objet qui s'appelle user, qui est effectivement pas du tout décrite dans les standards, donc il faut le savoir, elle est à cheval entre deux classes d'objets standards, mais elle n'est pas standard. Il y a des formats de temps. Alors là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est des intervalles de 100 nanosecondes depuis le 1er janvier 1601. Bon, nous, dans le monde de Linux, on a un timestamp, on sait que c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Voilà. Et eux, non, c'est des intervalles de temps de 100 nanosecondes.
Bon, et puis ils ont dû gérer des trucs à partir de 1600, je ne sais pas, il y a dû se passer un truc. Bon, voilà, donc, mais c'est quand même, si vous avez regardé une date dans AD, c'est illisible en fait. Hein. Donc il faut savoir que c'est cette différence-là. Et puis, j'imagine que beaucoup connaissent un peu AD, et donc toute la gestion du statut du compte, elle est dans un attribut qui s'appelle le user and control. Mais ça, c'est un truc avec que des drapeaux binaires en fait. Et donc il faut faire de la combinaison en fait de puissance de 2 pour réussir à savoir quel est le statut du compte. Bon, et donc après, effectivement, Microsoft, c'est plus facile, mais bon, ils ont quand même trouvé des trucs pour dire oui, mais c'est pas si facile que ça. Donc, bon, maintenant qu'on sait ça, alors ça, c'est des choses qu'on apprend un peu dans la douleur, hein, généralement, quand on fait de l'annuaire, et puis que pour la première fois, on est confronté à Active Directory. Effectivement, quand on fait nos premières opérations LDAP, une authentification, une recherche, bah, ça répond, hein, parce que ça fait quand même du protocole LDAP, mais il y a quand même des trucs un peu bizarres, et effectivement, voilà, on arrive sur ces petites limites qu'il faut connaître et qu'il faut savoir en fait intégrer dans ses applications ou dans ses déploiements. Donc nous, on travaille avec LDAP depuis une vingtaine d'années et on a, au fur et à mesure de nos projets, donc on est à la base des intégrateurs, hein, donc on a déployé des annuaires, on a fait de l'interconnexion avec des environnements, alors pas que Microsoft, hein, on a travaillé avec du Novell, avec du Sun, avec du IBM, etc. Tout ça sont des éditeurs qui fournissent des annuaires. Donc faire de la synchro, etc. Donc on a l'habitude de ça. Et puis au fur et à mesure, on a été confronté à des problématiques. Donc on a créé des outils et on a tout regroupé ça. Alors qu'on aime bien faire de l'open source, on a dit bon, on va créer des outils et puis on va en faire profiter tout le monde pour que tout le monde voit comment on code mal. Voilà. Moi, on partage. Donc ça a été créé en 2009, ce projet-là. À la base, donc c'était des petits scripts, et puis on avait besoin de faire des paquets pour OpenLDAP. Donc OpenLDAP, c'est le serveur de référence côté open source qui implémente le protocole LDAP3. Alors lui, il l'implémente vraiment bien parce qu'il y a une partie des gens qui codaient dans OpenLDAP qui étaient à l'origine des RFC. Donc, ils étaient bien au courant de comment ça devait marcher. Ils étaient même un peu trop au courant parce que même les trucs qui étaient un peu pour faire de l'interopérabilité, comme ce n'était pas dans les RFC, NADA, ce n'était pas dans OpenLDAP. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'implémentation de référence. Sauf que ce logiciel-là, il est packagé dans les distributions et puis il n'est pas forcément mis à jour aussi vite dans les distributions Linux que ce qui pouvait être dans la communauté. Donc on a fait des paquets pour pouvoir l'installer sur du Debian ou sur du Red Hat, CentOS, machin, pour avoir vraiment les dernières versions. Donc tout ça, c'est en open source. Sur OpenLDAP, on a fait à la fois les paquets et à la fois on a fourni des petits utilitaires, donc un outil qu'on appelle slapd CLI, comme la ligne de commande, qui permet de faire de la sauvegarde, de la restauration, à la fois des données, de la configuration, de la supervision, etc. Donc en fait, c'est le produit OpenLDAP, plus un petit utilitaire pour que les gens qui font de l'administration et d'exploitation d'OpenLDAP aient directement des commandes. Je fais un slapd backup, un slapd restore, et ça fonctionne tout seul. Sur la supervision, on a aussi fourni quelques greffons pour aller vérifier est-ce que mon annuaire il répond bien, il répond vite, est-ce que la réplication entre les nœuds elle est opérationnelle, est-ce que j'ai beaucoup de recherche, pas beaucoup de recherche, etc. Donc tout ça c'est livré dans le produit. Et un truc vachement exceptionnel pour des gens qui font de l'open source, il y a de la doc. Voilà. On en est assez fiers parce que généralement on aime bien coder et puis on n'aime pas trop documenter ce qu'on code, mais on a quand même fait un gros effort de documentation. Donc à la fois sur comment on installait nos logiciels et puis aussi sur des petites techniques. Typiquement là, il y a une grosse version majeure d'OpenLDAP, donc on est passé en 2.5 sur OpenLDAP et donc on a documenté un peu la migration entre la 2.4 et la 2.5. On a documenté des choses sur la sécurisation, etc. Et le dernier point que je vais vous montrer juste après, c'est comment on peut faire du transfert d'authentification vers Active Directory à travers SSL. Alors ça veut dire quoi ? Là, des fois, on a un Active Directory et puis les comptes des utilisateurs internes sont dedans et on n'a pas envie en fait d'aller sortir le mot de passe. Déjà, on ne sait pas très bien le faire, mais en plus, on n'a pas envie de dupliquer ce mot de passe dans un autre annuaire, même si j'ai un autre annuaire qui est là pour des besoins applicatifs qui ne sont pas couverts par Active Directory. Ça arrive très souvent qu'on ait à la fois l'Active Directory et un autre annuaire d'entreprise qui nous permettent d'aller donner des droits sur des applications ou de créer même des comptes externes dans l'annuaire d'entreprise qui ne sont pas dans Active Directory. Cependant, pour les comptes internes, comme on ne veut pas dupliquer le mot de passe, on va faire en sorte que le mot de passe ne soit pas stocké dans l'annuaire OpenLDAP,
mais reste stocké dans Active Directory. Et pour ça, on met en place ce qu'on appelle une délégation d'authentification. Au niveau de l'OpenLDAP, dans le mot de passe, au lieu d'avoir le hash du mot de passe, vous allez avoir « je suis le user tel Active Directory ». Et dans ce cas-là, par un mécanisme, un protocole qui s'appelle SASL et donc un petit démon qui s'appelle SASLOD, on va pouvoir aller contacter Active Directory et dire j'ai ce login-là et ce mot de passe-là. Est-ce que toi, Active Directory, tu peux me dire si oui ou non c'est valable? Et si oui ou non c'est valable, ça remonte. Et OpenLDAP va pouvoir remonter l'info à l'application pour dire OK, c'est bon. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on est aussi capable de faire du multi-Active Directory. C'est-à-dire que, alors, vous savez, on peut faire des forêts, etc. dans Active Directory, mais il y a des fois aussi, on veut avoir des référentiels Active Directory séparés qui n'ont pas de connexion entre les deux. Et donc là, avec ce qu'on appelle un méta-annuaire OpenLDAP, on est capable d'aller adresser, de dire, moi j'ai tous mes utilisateurs en centrale, et puis en fonction de leur domaine, je vais aller contacter tel ou tel Active Directory pour demander si le mot de passe est bon. Voilà. Donc vous pouvez avoir plusieurs Active Directory avec des périmètres de population différentes et avoir quand même un frontal d'authentification qui puisse utiliser ça. Donc là, on a un peu le meilleur des deux mondes, entre guillemets, pour la partie gestion interne, etc., avec tous les process qui peuvent déjà exister sur de l'Active Directory, et quand même ne pas exposer l'Active Directory auprès de vos DMZ, de vos applications, et avoir ce frontal, en fait, LDAP standard, et pouvoir dialoguer entre les deux. Donc voilà un petit peu aussi les choses qu'on essaye de documenter et d'amener dans le projet LDAP Toolbox. Donc déjà, c'est pas mal. Et au-delà de tout ça, on a travaillé sur des petits outils graphiques, alors des petites interfaces web. L'idée qu'on a, c'est de couvrir chaque besoin avec différents produits. Donc on n'a pas créé un gros produit qui est je vais gérer votre annuaire du sol au plafond. On a dit j'ai une problématique de self-service password, donc self-service reset password. Hein. C'est tout le monde connaît, c'est l'utilisateur, il doit changer son mot de passe ou il doit réinitialiser son mot de passe. Quelle interface je peux lui mettre à disposition pour qu'il puisse faire ça? Quand on a créé ce produit-là, à la fin des années 2000, ce qu'on constatait, c'est que chaque organisation écrivait sa propre page web ou écrivait ses propres scripts pour que les utilisateurs changent leur mot de passe. Parce qu'ils avaient leur propre filtre de recherche, leurs propres choses, etc. Donc nous, on a pris le pari de dire on va faire un produit qui est standard. Donc voilà, ça ressemble à ça. Hein. Et on va le rendre paramétrable un maximum. Et alors, la première version qu'on a fait de ce produit-là, elle était pour un Active Directory, parce que le premier client en fait, qui avait besoin de ça, il avait un Active Directory, mais il disait, mais moi j'ai un Active Directory, sauf que les utilisateurs, s'ils ne sont pas à l'intérieur pour faire contrôle Alt-Sub sur leur poste de travail, ils sont incapables ou de changer leur mot de passe, ou même de le réinitialiser. Donc il me dit, j'ai besoin d'une page. Donc j'ai dit, solution facile, je fais la page un peu vite, et puis ça sera consommé, jeté dans 2 ans, parce que voilà. Soit on va réfléchir et en faire un produit standard avec du paramétrage. Et donc le premier paramétrage qui a fonctionné, c'est Active Directory. Et on a rajouté dans la V2 le fait que ça puisse aussi marcher sur un mot de passe standard et donc sur un annuaire LDAP3. Donc aujourd'hui, ce produit-là, il fonctionne à la fois avec du LDAP3 et avec du Active Directory. Et il a été pas mal enrichi. Donc vous pouvez réinitialiser votre mot de passe classiquement par l'envoi d'un mail avec une URL qui va vous permettre de vous connecter, par SMS via en fait, des appels d'API SMS comme on a maintenant l'habitude, par une notion de question-réponse où là on va être capable de stocker de manière chiffrée dans l'entrée d'utilisateur les questions-réponses en fait, qui ont été préalablement évidemment enregistrées par l'utilisateur. Et alors, plus technique, la partie clé SSH, s'il y en a qui ont besoin de pouvoir aller donner accès à l'utilisateur au changement de sa clé SSH, plutôt pour le monde open source dans ce cas-là. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a rajouté des pré- et post-traitements, et notamment les post-traitements. Ça nous permet, donc typiquement, vous branchez en fait cette interface-là sur votre annuaire d'entreprise, et là, vous avez fait le choix d'avoir votre mot de passe à la fois dans l'annuaire d'entreprise et à la fois dans Active Directory ou dans d'autres référentiels. Le post-traitement va permettre de dire, OK, le mot de passe est changé là, et maintenant, une fois qu'il est changé, je vais le propager à d'autres référentiels. Alors, ça peut être un Active Directory, ou ça peut être une base de données d'application, ou un bus, etc. Et donc, on est capable, avec des post-traitements, d'aller propager en fait, un changement de mot de passe sur d'autres référentiels. Les pré-traitements peuvent aussi être utilisés pour dire, moi, pour que ce mot de passe soit valide, j'ai envie de faire un certain nombre de vérifications. Alors, il y a déjà dans le produit tout un tas de politiques de mots de passe sur les caractères, etc.
On peut faire déjà pas mal de choses par pure configuration, mais si vous voulez vous-même vérifier le mot de passe en pré-traitement, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Il y a des notifications par mail, donc vous pouvez dire, bah, tiens, si l'utilisateur change son mot de passe ou réinitialise son mot de passe, je vais quand même lui envoyer un mail au cas où c'est pas lui. Voilà, il y a des choses comme ça en fait. Et donc tout ça en fait est simplement configurable. C'est une petite appli en PHP, donc très facile à déployer. Et on a, voilà, c'est vraiment, ça fait plus de 10 ans que ça existe, donc en fait on a beaucoup fait évoluer ça. On a aujourd'hui des API REST, donc qui permettent, si vous le souhaitez, donc de configurer toute votre politique de mot de passe dans l'application, mais de faire en sorte que le mot de passe soit changé sur une autre interface et soit envoyé par API REST à cette chose-là. Un exemple de ce qu'on a fait, c'est une organisation qui avait Active Directory en back-end principal de user et de mot de passe. On a mis une DLL, vous connaissez certainement les DLL qui permettent d'intercepter le mot de passe. Cette DLL-là, en fait, elle allait en pré-traitement appeler l'API de Self-Service Password pour vérifier que le mot de passe était accepté. C'est-à-dire qu'au lieu de coder les règles dans Active Directory, parce qu'on avait beaucoup plus de possibilités de configuration dans cet outil-là, c'est via API REST qu'on allait vérifier la robustesse du mot de passe, et s'il était bon, Active Directory a accepté de le changer. Et l'intérêt, c'est qu'ils le changent depuis leur station de travail ou depuis l'interface web, comme les règles étaient à un seul endroit, en fait, la politique des mots de passe, elle était uniforme, bien qu'on ait... En fait, techniquement, il y avait vraiment 2 mots de passe et 2 référentiels, mais pour l'utilisateur, tout se passait de la même façon. Alors, il y a des petites choses. Le multitenant est intéressant parce que vous pouvez installer une fois l'application et puis en fonction du domaine dans lequel vous l'appelez, avoir des paramétrages différents. Voilà. Et tout ce qu'on a rajouté là récemment, un fichier d'audit. Donc, vous allez pouvoir avoir des traces complètes de qui a fait quoi en fait par rapport à cette application-là. Est-ce qu'ils ont changé de mot de passe, réinitialisé, etc. Vous allez pouvoir donner accès à l'utilisateur à une page qui va lui permettre de lui-même, s'il a une mise à jour de son adresse mail ou de son numéro de téléphone, qui sont des informations dont il peut se servir pour initialiser son mot de passe. Tout comme il peut changer les questions-réponses qu'il a pour initialiser son mot de passe, maintenant il peut aussi aller mettre à jour son mail ou son téléphone. Alors c'est optionnel tout ça, mais ça vous permet de ne pas avoir à créer une page spécifique pour modifier le mail dans votre Active Directory ou dans votre annuaire LDAP. Ça peut être directement intégré à l'application. Et puis, modification de mot de passe secondaire. Donc là, il y a un module qui est en cours d'intégration pour que, si vous avez des mots de passe qui ne soient pas votre mot de passe principal, mais que vous vouliez quand même donner accès à l'utilisateur au changement de ces mots de passe-là, il va pouvoir gérer des mots de passe secondaires via la même application. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez déployé, donc c'est open source et ça a été traduit dans plus d'une vingtaine de langues. Alors c'est pas moi qui l'ai fait parce que je ne parle pas 20 langues, et donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens en fait dans le monde qui ont pris le truc et puis qui l'ont traduit, etc. Deuxième produit sur lequel on a travaillé, on l'a appelé White Page. Alors comme vous êtes tous fluent in English, donc c'est des pages blanches, voilà. Et nous, on est très bon au marketing. On a dit, bon, on va faire un outil de page blanche, comment on peut l'appeler? On va l'appeler White Pages. Ouais. Bon, ouais. Mais ça marche finalement, hein, puisque le but, c'est de donner un accès. Alors, ce produit-là, vraiment, l'objectif était de donner un accès en lecture seule à votre annuaire et de pouvoir dire, bah, j'ai installé un annuaire, alors que ce soit Active Directory ou un annuaire LDAP standard, quand vous l'installez, d'un point de vue de ce qui est visible pour l'utilisateur, en fait, il n'y a rien de visible, parce que c'est quand même un back-end technique de stockage de données. Et donc les gens, des fois, nos clients, on leur installait l'annuaire, on leur disait, bah voilà, l'annuaire est installé, et puis ils nous ont dit, bah il est où? Il est là, enfin, il faut se connecter sur le serveur et puis taper des commandes pour pouvoir voir les données, ou enfin, utiliser un client lourd, etc. Donc là, on a dit, bah, ok, on va faire un petit module qui va permettre d'aller facilement proposer aux utilisateurs d'aller consulter. Alors évidemment, on va régler par configuration quelles sont les informations de l'annuaire qui vont être visibles à travers les pages blanches. Et on a fait d'abord les fiches utilisateurs, mais maintenant on peut aller chercher les utilisateurs, on peut aller chercher les groupes, et on peut faire des exports CSV, on a implémenté le format vCard qui permet directement d'importer un contact dans un carnet d'adresses ou dans un téléphone. Donc toutes les choses qui sont vraiment utiles pour aller transmettre la donnée qui est stockée dans l'annuaire vers l'utilisateur final. Donc ça, c'est également compatible et LDAP et Active Directory, puisqu'on peut paramétrer tous les attributs en fait, qui sont lus, et donc les attributs Active Directory qu'on a besoin de lire, on peut les paramétrer.
Alors, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, j'ai fait une version Star Wars, donc ça s'appelle Star Pages. Donc, elle est sur cette URL-là. Hein. Et donc, j'ai repris. Donc, il y a un vrai annuaire derrière. Hein. Donc, j'ai créé un annuaire LDAP avec tous les personnages de Star Wars. Ils sont dans des groupes qui correspondent aux épisodes dans lesquels ils apparaissent dans les. J'ai fait que les 2 premières trilogies parce que j'ai considéré que la 3e, elle n'était pas vraiment dans Star Wars. Voilà. On pourra en débattre après, hein, mais il n'y a que les 6 premiers épisodes. Et pour rigoler, voilà, on a fait une carte. Donc là, c'est pareil. Cette carte-là, elle est entièrement dynamique. Il y a 0 base de données derrière cette application. C'est vous avez mis l'adresse dans les champs, pareil, qui sont configurables, mais globalement, street, postal code, etc. Cette adresse-là, elle est lue directement par le logiciel pour vous afficher votre position sur une carte géographique. Donc vous pouvez rapidement, si vous avez une équipe, savoir directement, en fonction des données qui sont dans l'annuaire, où ils sont situés. Donc ça, c'est assez intéressant. Des fois, quand on travaille, je ne vous cache pas que depuis quelques années, le télétravail s'est un petit peu installé. Hein, et donc, on ne sait pas forcément des fois où sont les gens, etc. Là, ça permet d'avoir une représentation dans son organisation de où travaillent les gens. Voilà, le dernier module, donc c'est le plus récent parmi les 3 outils graphiques, s'appelle Service Desk. Donc là, c'est un guichet de service. Lui, il est vraiment dédié au support niveau 1. Donc, les personnes qui sont dans l'organisation et que les utilisateurs appellent quand ils ont perdu leur mot de passe. Donc là, on sait que de toute façon, vous avez beau avoir mis tous les outils, tous les process en place, de toute façon, il y a des gens qui vont vous appeler parce que ça ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas la patience ou de lire les mails, ou de lire la doc, etc. Sur les utilisateurs, on n'aurait pas de travail, mais grâce aux utilisateurs, on a des fois trop de choses à faire. Donc là, l'idée, c'est que ce petit outil-là va permettre à un service de support d'aller directement consulter le statut du compte de l'utilisateur dans l'annuaire. Aujourd'hui, je le note en gras en bas, il n'est compatible qu'avec un LDAP v3 standard parce que ça repose sur tout ce qui est politique des mots de passe. Et ça, c'est des attributs qui ont été définis dans les standards et qui ne sont pas du tout les mêmes dans Active Directory. Donc, c'est dans la feuille de route de se dire, oui, mais effectivement, Active Directory, il y a du account expires, user account control, enfin, il y a plein de trucs spécifiques à Active Directory. Donc, il faut coder spécifiquement et ce n'est pas encore fait. Ce sera certainement, peut-être que l'année prochaine, si on se revoit, ça sera peut-être fait. Mais aujourd'hui, si vous l'installez, vous ne pourrez pas en fait le brancher directement à votre Active Directory. Par contre, sur un annuaire LDAP standard, vous pourrez directement aller, alors d'une part, vérifier les mots de passe. Des fois, l'utilisateur t'appelle et te dit oui, j'ai tapé ce mot de passe là, ça ne marche pas. Donc là, le premier encart, en fait, tout en haut, c'est je tape le mot de passe et il me dit si le mot de passe est bon. Là, vous pouvez dire, moi je l'ai tapé, ça marche. Peut-être que mes doigts sont moins gros que les tiens. Donc, voilà. Tu as enlevé le caps lock, enfin bref, ce genre de blague. Bon, s'il ne marche pas, effectivement, vous pouvez le réinitialiser. Voilà, donc forcer un nouveau mot de passe. Vous pouvez bloquer ou débloquer le compte, vous pouvez voir si le compte est expiré, etc. Donc tout ça va s'appuyer directement sur les paramètres de la politique des mots de passe qui sont gérés au niveau de l'annuaire. Voilà. Et donc là, vous voyez, donc vous avez d'une part, en fait, dans le cadre en haut, les annuaires, on dit les attributs standards, donc vous pouvez dire, tout est configurable, hein, vous pouvez dire, là, je voudrais voir apparaître le mail, le numéro de téléphone, le responsable hiérarchique de la personne. Ça, c'est les attributs standards de la personne. Et dans le cadre qui est en dessous, vous allez pouvoir dire, là, il faut que je vois quelle est la date de dernière authentification qui a échoué, quelle est la date de dernière authentification qui a réussi, quand est-ce qu'a été modifiée l'entrée, etc. Donc, ce n'est pas du tout pour l'utilisateur final, mais par contre, un service de support va pouvoir très, très vite aller débloquer un utilisateur, sachant qu'on a implémenté également tout ce qui est pré- et post-hook, ce qui fait que vous pouvez coder la même logique de transmission du mot de passe depuis cet outil-là. Je suis support, je réinitialise le mot de passe. Avec les hooks, je vais pouvoir transmettre le nouveau mot de passe automatiquement, soit à un AD, soit à un autre référentiel. Voilà. De la même façon que l'utilisateur le faisait quand il réinitialisait lui-même son mot de passe. Et il y a des notifications par mail, donc vous pouvez avertir l'utilisateur que vous avez réinitialisé son mot de passe, mais vous pouvez aussi avertir un groupe d'administrateurs pour dire attention, il y a un administrateur qui a fait aussi un changement pour un utilisateur. Donc voilà, tous ces outils-là, toutes ces choses-là sont dedans. Voilà pour LDAP Toolbox. On va finir en fait cette conférence avec un autre outil qui s'appelle LDAP Synchronization Connector. Donc là, qui est vraiment un outil indépendant de
du projet LDAP Toolbox, qui est un petit outil écrit en Java, un projet libre, et, voilà, qui a démarré à peu près dans les mêmes années que LTB. L'idée là, c'est de pouvoir faire de la synchro, alors entre bases de données, entre services REST, entre annuaires, etc. Ça s'appelle LDAP Synchronization Connector parce que on a vraiment travaillé sur la syntaxe de l'annuaire, le fait que dans un annuaire, un attribut peut avoir plusieurs valeurs. Il y a des petites spécificités dans les annuaires qu'on n'a pas en fait forcément dans les bases de données. Et donc, comment ça marche? Globalement, vous avez une source et une destination. Alors, ça peut être ce que vous voulez. Et on verra que dans les cas d'usage, très souvent, en fait, on a un Active Directory et un LDAP d'entreprise. Donc cet outil-là, une des grandes utilisations qu'on en fait, c'est de pouvoir aller alimenter un annuaire à partir de votre Active Directory. Donc, le cycle est très simple. Je vais consulter toutes les entrées de la source. Je vais utiliser un attribut pivot. Alors, vous le savez tous, il va falloir trouver une clé de correspondance entre votre source et votre destination. Typiquement, un UID avec un same account name pour dire c'est la même, l'identifiant en fait, il ne s'appelle pas pareil dans les deux, mais ça va être la même donnée qui est à l'intérieur. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir comparer en fait la source et la destination et dire tiens, j'ai une nouvelle entrée dans Active Directory, je vais automatiquement aller la créer dans mon annuaire ou l'inverse, ou je vais la modifier, ou alors il a été supprimé d'Active Directory et donc je vais aller supprimer cette entrée-là dans mon annuaire. Quelques exemples d'usage. Très souvent, alimentation des annuaires depuis une base RH. Donc, la source de vérité est souvent une base RH. Alors, peu importe le produit, mais vous avez très souvent accès à une vue SQL des données en fait, de la RH. Et à partir de cette vue-là, on va être capable d'aller provisionner soit un LDAP standard, soit un Active Directory pour automatiquement créer les comptes là-dedans et faire tout le cycle de vie. C'est-à-dire que si il est modifié dans la RH qui change de poste, etc., cette information-là va être transmise à l'annuaire, ou s'il est supprimé de la RH, on va pouvoir ou le désactiver ou le supprimer de notre référentiel. Synchronisation des comptes et des groupes entre OpenLDAP et Active Directory. Je dis et des groupes parce que ça, c'est extrêmement important. Comme vous le savez, en fait, les groupes ne sont pas du tout les mêmes entre un LDAP et un Active Directory, mais par des règles de correspondance, on est capable de complètement synchroniser un groupe LDAP et un groupe Active Directory. Donc vous pouvez choisir, et ça c'est chaque organisation qui dit moi je préfère administrer les groupes dans Active Directory, donc ça sera Active Directory, la source maîtresse des groupes, et je vais transférer les groupes dans un LDAP qui va pouvoir être lu dans une application, etc. pour gérer les droits, ou le contraire, vous pouvez dire en fait j'ai mon interface déjà pour gérer les groupes dans mon OpenLDAP, et je voudrais que dans Active Directory, ces groupes-là soient synchronisés parce que derrière, moi, j'attribue des droits sur les fichiers par rapport à ces groupes-là. Donc tout ça est possible, c'est simplement que vous avez un connecteur qui va faire la navette en fait, entre les deux. Notion de groupe statique et également ce qu'on fait de plus en plus maintenant, alors ce qui n'était pas le cas en fait dans les années 2000, parce que ça n'existait pas encore trop les API REST, mais maintenant il y a beaucoup d'applications qui vous disent oui, vous voulez provisionner vos utilisateurs en SaaS, nous on a une API REST, donc là on va pouvoir prendre, alors vous pouvez très bien prendre en source votre Active Directory et dire en destination je vais aller créer en fait, utiliser les endpoints de votre API REST pour créer, modifier ou supprimer les utilisateurs dans vos applications dans le cloud. Voilà. Quelques spécificités Active Directory. Donc, nativement, en fait, dans ce connecteur-là, comme on a vu tout à l'heure qu'on avait appris un petit peu à nos dépens que Active Directory ne se comportait pas exactement comme un annuaire standard, on a créé en fait tout un tas de méthodes qui permettent d'aller encoder le mot de passe directement pour qu'il puisse être écrit dans Active Directory, gérer en fait les différences de timestamp entre les 100 nanosecondes depuis 1601 et puis les secondes depuis 1970. Tout ça, on a les outils, c'est plus à vous de le faire, en fait, on a les outils de conversion, et pour avoir la date, donc dans votre Active Directory, c'est marqué le compte va expirer à telle date, cette date-là, elle est convertie, et donc dans votre OpenLDAP, le compte va expirer à la même date, c'est quand même hyper pratique. Voilà. Gestion des flags dans le User Account Control, donc là c'est pareil, on scanne, on parse l'attribut et on va dire je veux faire un set du compte expiré ou un set du compte est bloqué ou un unset, etc. Et on arrive à avoir une cohérence entre le fait que l'utilisateur est désactivé dans Active Directory et que l'utilisateur est désactivé dans OpenLDAP. Alors que c'est géré d'un point de vue des données complètement différemment, comme on arrive à faire une correspondance entre les deux, vous pouvez avoir un statut qui est homogène entre vos différents référentiels. Voilà.
Bon, bref, la pagination, vous savez peut-être dans Active Directory, il y a aussi un range sur les attributs qui ont beaucoup de valeur. On peut parcourir les ranges, en fait, et pour récupérer l'ensemble, typiquement l'ensemble des membres d'un groupe, on va pouvoir les récupérer. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Voilà, et puis pour conclure, sur cet outil-là, un moteur de plugin. Donc, il y a un cœur qui fait tout ça. Et puis après, on a des plugins. Alors, vous voyez qu'il y a un plugin qui s'appelle Microsoft Graph API. Donc, on les déteste pas tant que ça, les gens de Microsoft. On arrive à leur parler. Il y a vraiment un plugin qui permet de causer à l'API de Microsoft. On a un plugin non officiel, mais qui fait du Scheme, qui est un des protocoles. Alors, si vous êtes ici aux Identity Days, ça doit vous parler, le Scheme, qui permet de faire du provisioning de manière standardisée. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Globalement, c'est pour aller parler à des API REST, mais au lieu de coder vous-même les appels à l'API REST, on a un certain nombre de plugins qui sont déjà en fait pré-câblés pour Scheme ou pour d'autres API REST. Voilà, je suis allé au bout. Merci pour votre écoute attentive. Bien sûr, je pense qu'on a 5 minutes pour des questions, et puis après, vous pourrez aller manger. J'aurais pas dû dire ça, parce que je ne vais pas avoir de questions, du coup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ouais. C'est quoi la consommation de ressources entre la synchronisation Active Directory et un le temps qu'on met, par exemple, à synchroniser un annuaire complet entre les deux? En fait, la question ouais. c'est sur détection d'un événement de change, il y a un changement. Non. C'est vraiment en mode, je compare une donnée A, une donnée B, je regarde ça. On est vraiment, on fait vraiment une comparaison totale, mais on le fait avec le protocole LDAP. Donc en fait, le protocole LDAP, c'est vraiment un protocole assez bas niveau sur TCP/IP, ce qui fait que, je ne sais pas moi, par exemple, synchroniser 20 000 entrées, ça prend 3 minutes. C'est vraiment des choses... ce qui n'est pas du tout le cas avec une API REST. Vous parlez à une API REST, vous faites du HTTPS souvent, et à chaque fois que vous appelez l'API, vous avez toute la surcharge de HTTPS. Donc là, synchroniser 20 000 entrées par API REST, c'est beaucoup plus douloureux que de le faire en fait en LDAP. Donc quand on fait du LDAP pur entre OpenLDAP et Active Directory, en fait c'est très efficace, ça va très vite, même avec des bases SQL. Si c'est une base SQL qui répond correctement, en fait, faire un select SQL, c'est souvent assez rapide. Donc on arrive à aller assez vite. Là, dès qu'on commence à passer par le cloud, etc., oui, on perd un peu de performance. Il faut que tu lances la synchro avec des crons ou c'est dynamique? Alors la synchronisation, c'est effectivement, par défaut, elle est en mode batch, c'est-à-dire que vous allez dire toutes les 5 minutes ou toutes les heures, on va l'exécuter. Il y a un mode démon qui permet de le lancer en continu, et où là, effectivement, alors au lieu de tout comparer, dans ce cas-là, il va tout scanner, et puis il va revenir, et puis il va dire, je voudrais tous ceux qui ont été modifiés depuis moins de 5 minutes, donc il se base sur les dates de modification, et dans ce cas-là, il va en fait uniquement récupérer les dernières modifications. Ceci dit, quand on est sur un truc qui dure moins de 5 minutes, souvent on ne s'embête pas en fait à aller sur ce mécanisme de temps réel parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de temps réel. Le seul endroit où on a souvent besoin de temps réel, c'est le mot de passe, mais dans ce cas-là, on est plutôt sur ce qu'on a expliqué avant, le fait de pouvoir transférer le mot de passe lors de son changement. Donc là, on est en synchrone, c'est-à-dire que si vous le changez depuis une interface, on va aller pousser de manière synchrone le mot de passe dans tous les référentiels. Comme ça, il est changé au même moment. Et tout ce qui est un petit peu synchro je ne sais pas, votre position dans la société, votre service, etc. Ça peut attendre, généralement, ça peut attendre 5 minutes ou 1 heure d'être mis à jour entre la RH, votre Active Directory, etc. Mais tout ça est paramétrable, effectivement. Voilà. On a un stand Vortex là-haut si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas, et puis bonne fin de journée à tous. Merci.